HAS quand même. Alors, la HAS vous dit Haute Autorité de Santé. Il est cependant difficile de conclure du fait d'un problème de puissance de l'essai sur l'efficacité du vaccin chez les personnes de plus de 75 ans. Plus que ça, la revue Prescrire. La revue Prescrire est une revue qui fait autorité en ce qu'elle est indépendante et financée par personne. C'est elle qui avait d'ailleurs fait autorité pour la chloroquine lorsqu'on avait dit, regardez, même Prescrire vous dit que ça ne marche pas. Admettons. Prescrire vous dit, cet essai, donc l'essai clinique, n'a pas été conçu pour évaluer l'efficacité chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit? Il existe encore de nombreuses inconnues inhérentes au faible recul d'utilisation sur cette population. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire là? Plus de 75 ans. Mais il a été testé sur le reste de la population. Là, je vous propose de se dire que c'est pas la peine de le tester. Demain matin, je vais vacciner, je vais dire que le cancer est soigné avec la DT polio. On est immunisé avec le vaccin DT polio. Ça n'a pas été évalué, ça n'a pas été testé, ça n'a pas été. Mais vous êtes en train de mettre le doute là sur les gens les plus âgés. On sait que ce vaccin il peut sauver des gens. On sait que ce vaccin il peut sauver des. Oui, on sait qu'il peut sauver des personnes âgées. Mais me dites pas non. Mais me dites pas effectivement qu'il peut sauver des personnes âgées, alors que vous avez la revue Prescrire qui vous explique que cet essai n'a pas été conçu pour évaluer l'efficacité chez les personnes âgées de 75 ans. Ça, mais vous parlez de doute. Là où j'emploie le mot question, nous sommes dans un état, nous sommes dans une situation où la question doit effectivement se poser. Vous savez que l'Asie, attendez, vous savez ce que dit l'Asie? Qu'elle va attendre de voir quels sont les effets de nos vaccins pour voir si elle teste ou pas. C'est quand même pas rien, cette histoire. Et donc, qu'est-ce que je cherche à dire? Je cherche à dire qu'à un moment donné, la règle de droit en France, parce que c'est aussi ça le débat, est-ce qu'on a abrogé l'état de droit à la faveur de l'urgence? À un moment donné, la règle de droit, elle vous dit que je ne mets pas sur le marché un produit de santé si son efficacité n'a pas été démontrée. Son efficacité a été démontrée sur le reste de la population, les plus de 75 ans. Mais non, mais parce que c'est les plus de 75 ans qui sont les plus fragiles. C'est contre eux qu'on en a besoin. Attendez. Vous vous rendez compte ce que vous dites là quand même? Vous vous rendez compte que vous m'expliquez que en fait elles ont le choix, ces personnes, entre la peste et le choléra, et que donc... Non, vous ne pouvez pas dire entre la peste et le choléra, on ne peut pas comparer le vaccin à la peste ou au choléra. Le virus, on peut éventuellement le comparer, mais pas le vaccin. Excusez-moi, pas le vaccin. Non mais attendez, c'est grave de dire ça à la télé, excusez-moi, c'est très grave. Ce qui est grave, monsieur, excusez-moi, mais ce qui est grave dans cette affaire, Jean-Marc, c'est de venir faire croire aux gens que ce vaccin serait safe, c'est-à-dire serait effectivement efficace sur une tranche de population, alors qu'il n'a pas été testé. Moi, appelez ça comme vous voulez et continuez à mentir aux Français comme vous voulez les uns et les autres, c'est votre affaire. Les patients de plus de 75 ans doivent savoir que ce vaccin, eh bien, en l'absence là, du fait d'un problème de puissance de l'essai, son efficacité n'a pas pu être conclue. C'est comme ça, ils doivent le savoir. Il faut les informer. En fait, la réalité, c'est que ce vaccin n'a pas été testé sur les plus de 75 ans. Eh bien, ils doivent le savoir. Voilà, on l'a dit. Et à partir de là, non, vous l'avez dit. Oui. Et à partir non, en l'occurrence, je ne savais. Non, c'est pas. On l'a déjà dit sur ce plateau. Effectivement, je dis non parce que c'est contredit. Vous avez effectivement l'ensemble de la presse qui contredit cette hypothèse, qui vous explique toute une partie du corps médical qui vous dit que c'est pas vrai, ça a bien été testé. Regardez, je suis désolé, ça fait des jours qu'on nous explique qu'il faut aller plus vite et qu'il faut s'asseoir sur le consentement des patients. Est-ce qu'il faut vacciner? C'est toujours la même chose, il faut calculer le rapport bénéfice-risque. Moi, je ne suis pas certain que chez des personnes de 90 ans, il soit nécessaire de vacciner. Parce que l'espérance de vie, malgré tout, est relativement limitée. Et si on examine le rapport bénéfice-risque, je pense que le risque est plus grand que le bénéfice. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Je dirais qu'en ce qui concerne le vaccin, et si vous en êtes d'accord, il faut distinguer les effets secondaires immédiats et les effets secondaires à long terme. Alors en ce qui concerne les décès liés, qui serait donc un effet indésirable, on peut dire, immédiat, il y a quand même eu quelques cas en Norvège, il y a 25 cas de décès consécutifs à l'administration du vaccin, il y a eu 13 autopsies qui ont été faites, et les résultats montrent que ce serait peut-être ou probablement dû à l'administration du vaccin. Alors je n'ai pas pu voir s'il y avait chez ces personnes des comorbidités, mais en tout cas il y a un lien avec la vaccination. Mais je sais qu'aux États-Unis également, il y a eu un certain nombre de décès, je crois qu'il y en a 55, consécutifs au vaccin, mais là je n'ai pas pu voir s'il y avait un lien défini. Donc il y a une certaine prudence à avoir dans l'interprétation de ces résultats, et une certaine méfiance peut-être aussi.
Le virologue que vous êtes, évidemment, lorsqu'on a 30 ans... Je suis extrêmement perplexe, parce que lorsque je regarde les statistiques qui portent par exemple sur Israël ou sur la Grande-Bretagne, je vois qu'il y a en fait, depuis qu'on a vacciné, en Israël on a vacciné aujourd'hui 20% de la population, et bien depuis qu'on a vacciné, il y a une reprise considérable de l'épidémie au point qu'on a été obligé de confiner, de sorte qu'on peut se demander si 20% c'est pas vraiment une immunité collective, mais c'est un début quand même. S'il n'y a pas une coïncidence, une sorte d'échappement d'un variant nouveau contre lequel la vaccination n'a pas protégé. Et on a exactement le même phénomène en Angleterre. On a vacciné massivement, et depuis la vaccination, on voit un nombre considérable de cas augmenter. Donc on peut se poser la question, que le vaccin soit actif contre le virus à partir duquel il a été préparé, c'est évident. Maintenant, est-il actif contre les nouveaux variants? Ça reste à prouver. Mais vous me faites peur dans ce que vous dites. Vous mettez un lien entre le fait qu'on vaccine et le fait que l'épidémie repart. Là, je suis troublé, je suis inquiet et je voudrais comprendre. Non, ne soyez ni troublé ni inquiet, parce que si on arrive à isoler le variant qui circule et qui est prédominant dans la prise de l'épidémie, on pourra préparer les vaccins. Il ne faut absolument pas être inquiet. Hein. Ça, Non, on a maintenant les technologies nécessaires pour préparer très rapidement les vaccins à... Moi, je ne suis pas très pour ces vaccins à RNA, mais pour des raisons dont les détails desquels je ne rentrerai pas. Il ne faut pas avoir peur. On a tout à fait les moyens techniques de parer à l'émergence d'un nouveau variant. Mais moi, je regarde les statistiques, je vois que 20% de population vaccinée en Israël, ça n'a pas empêché l'épidémie de repartir. Donc il faudrait savoir à quoi elle est due. Si c'est un nouveau variant, et c'est probable, et ça indiquerait que le vaccin préparé contre le plus ancien des variants n'est pas très actif. Dernière chose, Monsieur Poindron, scénario de catastrophe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un variant remplace un variant, qui remplace un variant, qui remplace un variant, et que dans 10 ans on soit encore là? Écoutez, ça c'est le scénario qui existe dans le cas de la grippe, hein, mais avec un phénomène qu'on appelle la dominance antigénique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait très compliqué d'expliquer ça. Je pense que on va arriver à la limite des variations possibles. Hein, ça, on le sait. Hein. C'est qu'à un moment donné, on aura épuisé toutes les mutations, et c'est à ce moment-là où il n'y aura plus de danger, si je puis dire. Hein. Voilà, ça si je suis clair, mais on peut pas... Très clair. Moi, c'est la première fois, pour tout dire, que vous intervenez sur CNews, et je trouve remarquable de pédagogie et de clarté ce que vous dites, même si je perçois dans ce que vous avez dit, parfois des motifs, pour moi en tout cas, d'inquiétude, notamment lorsque vous avez souligné que vous n'étiez peut-être pas à 100% pour ce vaccin ARN messager. En fait, ce que je crains avec ce vaccin à ARN messager, ce sont des effets secondaires à long terme, pour lesquels on n'a absolument aucun recul. À long terme, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a une deuxième raison, plus scientifique, c'est que dans toutes les cellules, nous avons une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Toutes les cellules possèdent le gène, et normalement ce gène est silencieux, donc il ne s'exprime pas normalement dans les cellules. Sauf dans 2 types de cellules, les cellules embryonnaires et les lymphocytes. Alors s'il y a une transcriptase inverse, ça veut dire que du RNA peut être transcrit en DNA. Et c'est ça qui me gêne, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout ce que va devenir ce DNA rétrotranscrit.